Présenté par La Roche-Posay, La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, une fondation dédiée à soutenir financièrement les recherches des scientifiques de l'Axe cancer du Centre de recherche du CHUM. Le vaccin personnalisé serait une formulation de base qu'on assaisonne à la saveur du patient. La beauté de tout ça, c'est que si ça fonctionne, le patient est immunisé contre son cancer. Je m'appelle Jean-Daniel Doucet, mais on m'appelle souvent JD. Il y a près de 15 ans, j'ai quitté la recherche contre le cancer pour devenir vulgarisateur scientifique. Dans le balado La Voix du cancer, je vais revoir mes anciens collègues accompagnés de personnalités touchées de près par la maladie. Ensemble, on partage nos histoires tout en explorant les dernières avancées de la recherche, les pistes de traitement les plus prometteuses. Dans cet épisode, on jase avec la chanteuse Lulu Hughes. Récemment, elle s'implique énormément dans la lutte contre le cancer du sein. Avec raison, parce que c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Même après 2 cancers et une récidive, Lulu, c'est une fonceuse. Exactement ce que ça prend en recherche contre le cancer. Lulu Hughes, t'es chanteuse, rockeuse bien connue au Québec. On connaît aussi de plus en plus ton implication dans la lutte au cancer du sein qui t'a touché personnellement. Je me suis dit que tu aimerais probablement jaser avec Marie-Claude Bourgeois-Daigneault, qui est chercheuse et membre de l'Institut du cancer de Montréal. Allô, Marie-Claude? Bonjour, enchantée. Loulou, Marie-Claude était vraiment faite, je pense, pour faire de la recherche. Au secondaire, elle tripait à regarder des roches en sarrau. Ça me semble un bon indice de quelqu'un qui est motivé par la science. Maintenant, Marie-Claude, tu manipules des virus qui servent de mercenaires pour infiltrer et éliminer le cancer du sein, du moins en laboratoire pour l'instant. Des virus? Des virus, oui. C'est comme nos ennemis deviennent nos alliés. Les virus oncolytiques, qu'on les appelle, c'est des virus qui tuent spécifiquement le cancer. Donc, c'est sûr que c'est des virus qui sont rendus sécuritaires. On ne donnerait pas quelque chose qui est dangereux à un patient. Puis quand on pense à des nombreux avantages, je dirais que le premier qui vient en tête, qui est non négligeable, c'est le fait que c'est une infection. Donc, les symptômes du traitement, c'est symptômes grippaux de 24 à 48 heures. Okay. Si on compare ça à des mois et des mois de chimiothérapie, par exemple, qui ont des effets beaucoup plus néfastes, c'est rien. On s'en rend peut-être pas compte, mais le travail de scientifique, c'est un travail extrêmement créatif. De penser oui, en dehors de la boîte. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et je trouve que pour ça, ce que tu fais, Marie-Claude, c'est extrêmement inspirant. On va démystifier plus en détail ton projet dans un instant. J'aimerais revenir à toi, Loulou, parce que toi aussi, tu as mené un paquet de projets originaux tout en t'occupant de tes proches. En 2016, tu as reçu tout un coup. Tu découvres une masse dans ton sein, c'est un cancer. Et ça arrive aussi dans une période où tout se bouscule, je pense, dans ta vie. Mais ce que je trouve important de spécifier, là, c'est que cette masse-là, ça faisait quand même 1 an que je l'avais puis que je la faisais pas vérifier. Puis ça, je le dis, je devrais avoir honte d'avoir fait ça, mais vérifiez, faites vos auto-examens, puis si vous trouvez quelque chose, allez consulter. Faites pas comme moi. En plus qu'à ce moment-là, j'étais en grosse dépression, j'allais pas bien, j'étais en instance de divorce. Fait que pour moi, c'était comme, ben non, pas moi. Mais c'est une réaction quand même commune, hein? Puis il y a plein de gens qui réagissent comme ça, puis ça arrive que c'est rien. Ça arrive. Donc, il ne faut pas nécessairement aller consulter en se disant que c'est une sentence qui nous arrive. Ça arrive qu'on se fait dire. Il faut juste prévenir. Il faut être un petit peu plus prévoyant. Mais tu sais, ça arrive que c'est rien, mais ça arrive que c'est quelque chose aussi. Il faut le savoir le plus vite possible. Exact. Plus vite on le sait, mieux on s'en porte, puis mieux on s'en sort et plus vite on s'en sort. Absolument. Tu disais aussi que c'est ta mère qui t'avait motivé à aller consulter? Ma mère a été diagnostiquée en juin 2016 d'un cancer du poumon stade 4 irréversible inopérable. Donc, on a su tout de suite, là, c'est le 4 juin 2016 précisément. Ma mère, c'est un monument, tu sais, fait que ça a été un gros coup, moi, dans ma vie, de perdre ma mère. Et 24 heures après, j'appelais mon médecin pour dire, OK, là, ma mère, elle a ça. Moi, j'ai une masse, ça fait 1 an que je check pas. Il faut la checker. Quand on regarde ton parcours, Loulou, honnêtement, ça force l'admiration parce qu'on a évoqué déjà la situation où il y a eu ton diagnostic, mais il y a eu après ça un autre cancer de l'utérus en 2019. Et une récidive après en 2020. Une récidive en 2020. Puis pourtant, on jase depuis le début, puis je vois ton visage, il y a un sourire malgré tout dans ton visage. Comment tu as fait pour gérer tout ce qui t'arrivait dans ces années-là? Ça m'a obligée là, à mettre les 2 genoux à terre, premièrement. OK? À accepter qu'est-ce qui se passait. Au lieu de faire « Pourquoi? Puis là, puis moi, je suis
j'ai pas fait ça. Moi, j'ai mis 2 genoux à table, j'ai dit, OK, là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce que je dois améliorer pour être mieux, moi, pour m'en sortir, mais d'une façon dans le bien-être? Oui. Parce que c'est un choix, là. C'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile. Mais en fait, ce qui est difficile, là, c'est le temps que tu prends jusqu'à temps que tu fasses le déclic. T'sais, parce qu'un coup que le déclic est fait, tu reviens plus en arrière. Il y a des fois que tu retombes, il y a des journées, mais jamais comme avant. Je veux dire que ma vie, je la vis maintenant, je la survis pas. Chose que je faisais avant, parce que là, c'était, faut que je me garde au top, faut que j'aille un numéro 1, faut que je sois la meilleure, faut que je sois la plus belle, faut que je sois la plus mince, la plus jeune. Performance. Là, c'est plus ça, tu sais. Là, c'est, je veux juste vivre, moi. Je veux plus survivre. Puis je veux pas être la meilleure. Je veux juste être moi, là. Puis je veux juste être bien. Et ça m'a vraiment, je sais que c'est cliché, mais je vous le jure, ceux qui écoutent, c'est vrai. C'est vraiment ça que ça m'a apporté. Je peux dire que je suis vraiment dans un équilibre. J'ai accepté ce qui se passait, puis j'ai décidé de faire ce qu'il fallait faire. Je suis aussi allée faire le ménage dans mon cœur, dans ma tête. J'ai accepté beaucoup de choses. J'ai laissé des sacs de roches que je portais. Je les ai déposés. J'ai décidé d'être dans le moment présent. Ça t'a forcé, en quelque sorte, à aller à l'essentiel. Si Exactement, mais qui est le plus important, qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Je peux dire que je suis bien. Je me dis, si ça m'a apporté ça, ces 3 cancers-là, j'accepte mon sort parce que j'aime tellement la personne que je suis devenue. Je suis fière de moi, chose que j'étais pas avant. C'est vraiment la meilleure attitude à avoir. Et peut-être redonner aux autres ce que vous avez appris aussi. Je pense que tu t'impliques beaucoup dans des événements pour le cancer, contre le cancer du sein, Loulou. Oui, et pour aider les gens en traitement, tout ça. Ouais. Tu sais, ma philosophie de la vie, nonobstant le cancer, là, c'est qu'on est ici pour s'entraider. Oui. Parce que c'est important, ça. Ça donne de l'espoir. Moi, c'est ça qui me motive, c'est de savoir qu'on peut prendre une cause qui est importante, comme le cancer. On peut non seulement contribuer au bien-être des patients en ayant des idées, en développant des traitements, en parlant avec d'autres gens, mais on peut aussi améliorer possiblement le quotidien de ces gens-là, ne serait-ce qu'en leur donnant l'espoir qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est ce que la recherche fait depuis plusieurs décennies. Loulou me dit que tu aimes les chiffres, du moins quand ça aide à rester positif. Oui, parce qu'à l'école, j'étais vraiment pas bonne, là. Mais au niveau des statistiques, j'aime bien parce que je fais partie, moi, des statistiques et des bonnes. Voilà. Grâce à la recherche. Donc, Loulou, tu humanises les statistiques. Moi, j'en ai quelques-unes pour vous à vous partager. D'abord, le taux de mortalité du cancer du sein, il baisse depuis 1986. Ouais. Donc, première bonne nouvelle, On estime maintenant qu'aujourd'hui, en 2024, le cancer du sein, c'est 25 % des nouveaux cas de cancer féminin, mais c'est seulement 13 % des décès dus au cancer chez les femmes. 5 ans après le diagnostic, il y a près de 90 % des patientes qui survivent au cancer du sein, mais il reste un 10 % pour lequel on doit continuer de faire de la recherche. Et c'est de ça dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui parce que dans ton cas, Loulou, je pense que tu as eu à peu près la totale des traitements qui étaient disponibles pour le cancer du sein. Ouais. On parle de chimio, de radiothérapie, de chirurgie. Marie-Claude, elle travaille sur une nouvelle option. Des virus faits sur mesure pour tuer le cancer. Marie-Claude, d'où elle vient cette idée-là? Oui. C'est en fait des observations qui ont été faites au cours de l'histoire, même au début des années 1900, même avant qu'on connaisse les virus, qu'on sache même que c'est des virus, qu'il y avait certaines pandémies, par exemple, puis des patients qui avaient le cancer se voyaient subitement en rémission. Hein? Ah! Il avait attrapé un virus, tout à coup. Donc, on est dans le contexte d'une pandémie, tout le monde est malade. Ils ne savaient même pas que c'était un virus à l'époque qui causait ça, on le sait aujourd'hui, parce que maintenant, on connaissait quoi des virus. Puis, il y a des patients qui avaient des lymphomes, il y avait des masses partout, puis subitement, sont infectés pendant la pandémie, tombent malades, puis le cancer disparaît. Wow! Là, on s'entend que de manière générale, si j'attrape une grippe, ça va pas nécessairement guérir le cancer. Non. Mais il y a eu des cas où on s'est rendu compte que les virus pouvaient stimuler le système immunitaire puis aider à se débarrasser du cancer. C'est fou quand même. Oui, mais j'ai une question. Est-ce que c'est le virus qui stimule le système immunitaire ou c'est le virus qui attaque les cellules cancéreuses? C'est une excellente question. Le virus fait les deux. Ah. Donc, la même façon qu'il y a des virus qui sont naturellement enclins à infecter la peau, ou le poumon ou le foie, il y a des virus qui sont simplement naturellement attirés vers le cancer. Wow. Puis le cancer, c'est considéré un organe. En fait, une tumeur, c'est un organe. Puis c'est un organe qui a des particularités qui lui permettent d'exister. Donc,
Le corps humain est fait pour éliminer le cancer. Le cancer ne devrait pas arriver. Donc, on a des mécanismes qui font que nos mutations qu'on accumule avec les années sont sous contrôle. Mais Là, ça, c'est des t'amènes défauts. quelque chose que je trouve très important, les mutations. Quelque chose de muté, c'est quelque chose de différent. Donc, si quelque chose est muté, c'est quelque chose que le système immunitaire devrait être capable de percevoir comme différent et d'éliminer. Donc, ça, c'est le travail du système immunitaire. C'est de se rendre compte des anomalies puis de les éliminer. Mais c'est pas toutes les mutations qui sont visibles. Non. Puis c'est pas non plus toutes les mutations qui donnent le cancer. Donc, parfois, le système immunitaire, il surréagit. D'autres fois, il ne réagit pas suffisamment. C'est le cas avec le cancer quand il se propage. Et là, on cherche des alliés pour nous aider. Les virus peuvent l'être. Et là, on s'entend que, de manière générale, les virus n'ont pas nécessairement tendance à s'attaquer au cancer. Fait que toi, ce que tu fais, Marie-Claude, c'est de trouver des mercenaires, des virus qui traînent, de les amener en laboratoire, de les équiper, de les amener pour qu'ils soient en mesure de retrouver un cancer précis et s'y attaquer. C'est quoi le virus, ton virus préféré avec lequel tu travailles? C'est ça ma prochaine question. OK, tu peux nous donner des noms, là? C'est pas le rhume, c'est pas la grippe, c'est pas la COVID-19 non plus, j'ai l'impression. Avec quel virus tu travailles, Marie-Claude? Juste pour faire une parenthèse, un des virus qui cause le rhume, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un des premiers virus qui a été utilisé comme virus oncolytique. C'est un adénovirus. Mes préférés à moi, c'est le virus de la stomatite vésiculaire. Le virus de la stomatite vésiculaire, VSV de son petit nom. C'est un virus qui se transmet souvent aux animaux de ferme par une piqûre de moucheron. Ça donne généralement des boutons dans la gueule des vaches ou des cochons. C'est rare, mais ça peut se transmettre aux humains sans danger réel. En fait, il faut voir VSV comme une arme de guerre que Marie-Claude peaufine pour qu'elle cible spécifiquement le cancer. En fait, c'est un virus qui infecte surtout les insectes. Il y a quelques cas d'humains qui ont été infectés, des fermiers puis des gens qui habitent proches des fermes qui se sont réinfectés, mais ça ne cause pas de maladies graves. C'est comme un rhume. OK. Fait que finalement, tu utilises un rhume très rare que tu vas modifier en laboratoire pour qu'il y ait... On dirait que je parle de science-fiction. Fallait quand même y penser. Jesus! Mais là, VSV, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je le développe. Donc, chaque virus oncolytique a ses avantages, ses inconvénients. Si on pense à VSV, justement, c'est pas un virus qui, normalement, va infecter l'humain. Donc, la plupart des patients, ils n'ont pas d'immunité contre le virus. Ils l'ont jamais vu. Donc, ça permet au virus d'être plus actif en comparaison avec un virus pour lequel on serait immunisé quand on a un virus qu'on a un vaccin. Ce que tu fais, Marie-Claude, c'est un peu comme Captain America. C'était un petit soldat très peu musclé qu'on entraînait dans un laboratoire pour devenir un gros costaud qui s'attaque aux méchants. C'est exactement ça que tu fais, finalement. Et non. OK. Parce que j'y coupe les jambes aussi. Oh mon Dieu! Tu l'amputes. Donc, moi, je veux qu'il soit très, très bon contre le cancer, mais je veux pas qu'il fasse rien aux autres cellules. Oui, c'est ça. Donc, les virus, la plupart des virus oncolytiques sont mutés pour être atténués pour ne pas être dangereux. Wow! Puis comment on fait ça? J'essaie de réfléchir à ça, puis mon cerveau, il... Mettons, là, en quelques mots, pour nous qui ne sont pas dans le laboratoire depuis le secondaire à regarder des roches. Moi, c'était des lunicellulaires en biologie secondaire 1. Là, On est un peu loin. C'est ça. Tu sais, comment dans ton laboratoire, tu sors ça du congélateur, tes virus, puis tu fabriques des super tueurs du cancer? En fait, j'ai même pas besoin d'un virus. Je peux partir de juste de l'ADN puis créer un virus à partir de l'ADN. Donc, l'ADN, tu prends le livre du code génétique d'un virus, toutes les informations qui sont à l'intérieur, puis tu viens rajouter des lignes d'infos, de code en quelque sorte, pour les redonner au virus, pour lui donner les bonnes consignes pour qu'il aille s'attaquer au cancer. Donc, si on veut un virus qui est, disons, extra bon à stimuler une réponse immunitaire contre le cancer, ben nous, notre virus va aller infecter le cancer. Donc, étant donné qu'il y a une infection, le système immunitaire est déjà appelé. Puis moi, je peux mettre une switch sur mon virus qui va dire, OK, ben je veux que tu appelles tel type de cellule immunitaire parce que c'est celle-là qu'on veut. Hey, les gars, venez-vous-en. J'ai trouvé un cancer, c'est ici, venez-vous-en. Comme quoi, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Mais la beauté du concept de Marie-Claude, c'est que les cellules cancéreuses mortes et des virus, c'est un méchant bon système d'alarme pour le système immunitaire qui,
lui aussi, peut aider à combattre le cancer. Les virus de Marie-Claude contiennent des bouts de cancer, comme un vaccin déguisé, de quoi s'attaquer directement au cancer tout en criant « Hey les gars, j'ai besoin d'aide! » Ça me rend émotive, ça, parce que là, je vais te poser la question, pas qui tue, au contraire, qui fait vivre. Oui. Est-ce qu'il y a eu des humains qui ont guéri? Oui. J'ai les yeux pleins d'eau, là, parce que... Pour quel type de cancer les virus sont utilisés pour guérir des patients, patientes? Donc, à l'heure actuelle, les virus sont approuvés pour l'utilisation en clinique contre le mélanome. OK. Le cancer de la peau. Un cancer de la peau. Oui. Puis, ils sont étudiés pour plusieurs autres cancers. Donc, si on pense aux cancers en différentes catégories, là, la première division qu'on pourrait faire serait les cancers solides versus les cancers liquides. Donc, les cancers liquides affectent le sang. Les leucémies, par exemple. Les cancers solides, c'est tout ce qui fait des masses, comme le cancer du sein, le cancer du cerveau, le cancer de la peau. Puis, étant donné que le virus, ce qui est bien, c'est que c'est un traitement qui s'auto-amplifie. Donc, une cellule cancéreuse infectée va produire des milliers de particules virales qui vont être relâchées toujours dans cette même niche-là où la tumeur se trouve. Et donc, ces milliers de virus-là vont aller infecter d'autres cellules tumorales qui vont être amplifiées aussi. Le système immunitaire, qui est là pour contrôler justement des choses comme l'infection, va éventuellement être capable de contenir l'infection. Donc, c'est pas une infection qui va se dérouler sur des mois et des mois. On parle de quelques jours. Puis, après ça, il y a une réponse immunitaire en place contre le virus, comme quand on se fait vacciner. Oui. Comme quand C'est vraiment un vaccin, on dit vaccin thérapeutique, là, c'est pas en prévention. Non, c'est pour guérir. Oui, parce que l'armée des globules blancs va garder en mémoire de quoi il avait l'air le cancer. Puis la prochaine fois qu'il se présente, ben, il peut venir le tabasser avant que... Oui, parce que le cancer est maintenant identifié comme une menace. Donc, le fait qu'on a des cellules cancéreuses... Quand tu dis identifié, tu parles de ton corps, OK. Donc là, maintenant, ton corps sait que le virus, il est là. Il est appelé là. Ils reconnaissent, ils éliminent le virus. Mais maintenant, le cancer est dans un contexte où le système immunitaire est capable de reconnaître toutes sortes de signaux de danger et va donc aussi monter une réponse immunitaire contre le cancer. Wow, c'est fou, Loulou. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Hein? Ça m'inspire tellement d'espoir. Puis, tu sais, surtout dans les temps qui courent, où est-ce qu'on entend beaucoup les gens, tu sais, suite à la pandémie, où est-ce qu'on s'en va? C'est rendu n'importe quoi, le monde est fou. Ben moi, c'est à ces affaires-là que je m'accroche. Ouais. On entend un diagnostic de cancer, je vais mourir. Non, c'est pas vrai. Il faut dédramatiser, tu sais, que tu sois en mode vie. J'ai des frissons! Ah là là! Justement, pour du cancer du sein, avec des virus VSV, il y a une dizaine d'études qui sont en cours présentement? Avec des virus oncolytiques. Avec VSV, il y en a 2. C'est sûr que tout ce qui est expérimental ne sera jamais le premier choix. Si on pense au cancer du sein, on parle souvent de la survie à 5 ans, comme tu disais tantôt. La survie à 5 ans, c'est intéressant, mais ce qui est encore mieux, c'est la survie globale. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens... on ne souhaite pas la mort de personne, mais on aimerait que les gens meurent d'autres choses. S'il faut passer par là, au moins que ce soit pas Non, le mais on cancer. passe tout, tu sais, comme disait Jim Morrison, « No one here gets out alive ». Ça, c'est vrai, mais ça peut être dans longtemps, tu sais. Et avec une belle qualité de vie aussi, avec des traitements qui sont peut-être moins rough à subir. Hein? Donc, un traitement qui viendrait complètement arrêter la croissance du cancer pendant 5 ans, c'est un grand succès. Mais ce qui est encore mieux, c'est une réponse complète qu'on appelle, c'est-à-dire on traite un patient, puis le cancer est indétectable. On l'élimine, c'est ça. Donc, nous, c'est ça qu'on veut. Puis, dépendamment du type de cancer du sein, parce qu'il y a plusieurs types de cancer du sein, il y en a qui sont plus facilement traitables que d'autres. Il y en a qui affectent les femmes plus jeunes que d'autres. Il y a des hommes aussi qui sont affectés. Nous, on a un gros focus sur les cancers triple négatifs au sein du laboratoire, parce que, justement, c'est des cancers qu'on a trouvés sont plus résistants au virus oncolytique. Donc, c'est des patientes puis des patients qui sont plus jeunes. C'est des cancers qui progressent plus rapidement comparé à d'autres sous-types de cancers. Puis c'est des cancers pour lesquels il n'y a pas de thérapie ciblée. Donc, nous, on veut beaucoup avoir un traitement pour ça, mais on a observé que nos virus ne fonctionnaient pas dans ces cancers. Donc, c'est pour ça qu'on met plus d'efforts à les faire fonctionner. Donc, on étudie des combinaisons avec d'autres
thérapies puis des drogues qui existent déjà. Puis on a trouvé qu'il y a certaines drogues qui, lorsqu'on expose nos cancers à ces drogues-là, on vient changer le phénotype de nos cancers. Puis maintenant, ils sont sensibles à nos virus. Donc, si on expose nos virus à une certaine drogue, on attend une couple d'heures. On fait 4 heures souvent. Puis après, on les traite avec nos virus. Ils deviennent super infectables. C'est comme s'il y avait une muraille autour des cellules cancéreuses, puis le traitement vient péter la muraille. Vient bombarder la muraille. Et là, les virus peuvent entrer. Donc ça, c'est les cancers du sein triple négatifs qui sont un des 2 plus grands besoins cliniques en termes de cancer du sein, je dirais. Parce que nous, en termes de besoins cliniques, on regarde les patients qui ont besoin de nouveaux traitements, pas ceux pour lesquels les traitements fonctionnent. L'autre gros besoin clinique, c'est les cancers qui dépendent justement des hormones. Donc, on les appelle les cancers hormonodépendants. Ces cancers-là, c'est des cancers que les hormones font pousser rapidement. Donc, par exemple, l'estrogène va faire pousser la vaste majorité, en fait, des cancers du sein. Puis, pour ces cancers-là en particulier, il y a des traitements qui existent qui, justement, viennent bloquer l'hormone. Puis ça fonctionne très bien. Sauf qu'il y a à peu près 30% des patientes qui, éventuellement, vont évoluer pour être résistantes au traitement. Ces patientes-là, le cancer devient très agressif. Donc, nous, ce qu'on a observé, c'est que tous les cancers du sein, qui sont justement dépendants de l'estrogène, dépendants des hormones, sont extrêmement sensibles à nos virus oncolytiques. Donc, on ne viendra jamais suggérer de remplacer un traitement qui fonctionne par un traitement plus expérimental comme le nôtre. Par contre, si on pense justement à ces patientes-là, puis ces patients-là qui ont évolué une résistance, c'est des très, très bons candidats. Donc, la nature de ce cancer-là fait que le virus va le tuer. Puis à quel point on est proche d'amener ces virus-là à des patients? Je sais que ça marche dans des boîtes de pétri, ça marche sur des souris en laboratoire, mais là, les souris, on a guéri leur cancer depuis bien des années. Quand est-ce que tes traitements à toi pourraient arriver à des patientes? Je dirais 5 à 10 ans. Mon programme de recherche, le mien en particulier, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette où, justement, on vient designer ça pour le cancer du sein. Puis on est en train d'un petit peu designer des virus légèrement différents ou des combinaisons de traitements pour les différents sous-types de cancer du sein. Puis notre but, finalement, c'est, dans une couple d'années, d'être capable d'éliminer tous ces cancers-là. Donc ça, c'est ça qu'on veut faire. Puis une autre facette de mon programme de recherche, qui s'intéresse aussi au cancer du sein, mais c'est plus généralisé à tous les cancers solides. Donc, si ça fonctionne pour tous les cancers solides, ça fonctionne aussi pour le cancer du sein. Ça intéresse moins au type de cancer, mais ça intéresse plus à, justement, la réponse immunitaire qu'on veut induire contre le cancer. Là, si je comprends bien, es-tu en train de développer un vaccin universel? C'est ça que je m'en allais dire. Est-ce qu'on peut se dire qu'éventuellement, on recevrait comme un vaccin, à même titre qu'on reçoit un vaccin quand on est petit contre... Oui et non. Donc, nous, entre autres... On pensait qu'on y était. Pour que ça soit possible, il faudrait qu'on soit capable de prédire les mutations que les gens vont avoir. Donc, étant donné que souvent, la vaste majorité du temps, les mutations qu'on trouve dans le cancer sont des mutations qui sont uniques à chaque patient et souvent même à chaque cellule cancéreuse. D'accord. Fait que là, c'est illimité, là. Et donc, au lieu d'un seul vaccin universel, c'est des vaccins personnalisés vers lesquels on s'en va. Qui peut être à formulation universelle, par exemple. C'est pratiquement impossible de prédire tous les cancers qu'une personne pourrait avoir. Peu probable qu'on finisse par avoir des vaccins préventifs contre le cancer. Mais on peut fabriquer des vaccins thérapeutiques sur mesure plus rapidement. Et c'est là-dessus que planche Marie-Claude. Le vaccin personnalisé, dans un monde idéal, serait une formulation de base qu'on assaisonne à la saveur du patient. Donc, nous, ce qu'on a développé comme technique, c'est qu'on utilise les virus oncolytiques pour stimuler la réponse immunitaire. Puis, dans la seringue, avant de l'injecter, on le mélange avec des petits bouts de cancer mutés qui sont personnalisés à un cancer en particulier. Donc, si on pense à comment ça se traduirait dans la clinique, on aurait un cancer,
une biopsie ou une chirurgie. On ferait du séquençage pour venir vraiment identifier exactement c'est quoi toutes les mutations. Puis nous, ce qu'on dit, c'est ciblons le plus de mutations possible. Donc, oui, la masse qui est dans le sein va être différente de la masse qui est dans le cerveau, mais la masse qui est dans le cerveau vient de la masse dans le sein. Exact. Donc, certaines vont être encore là. Ouais. Donc, on est capable d'en cibler 2, on est capable d'en cibler 5, on est capable d'en cibler 10. On ne veut pas non plus en cibler une centaine parce qu'il ne faut pas oublier que ces mutations-là, avant d'être des mutations, c'était des protéines normales. Exact. Puis on ne veut pas commencer justement à causer une maladie auto-immunitaire où le système immunitaire va détruire le corps. C'est Des soldats super bien entraînés qui vont cibler en anglais, on va dire des hitmen, des tueurs à gages qui vont tuer et uniquement les cellules cancéreuses. La beauté de tout ça, c'est que si ça fonctionne, le patient est immunisé contre son cancer. Nous, notre virus, non seulement il va stimuler le système immunitaire comme la plupart des vaccins, mais il y a l'avantage supplémentaire qui va aller directement détruire le cancer aussi. Puis si on rentre ça dans le cadre de toutes les autres recherches, ben tu sais, on est en train de développer différents virus. Donc, on va avoir finalement un virus qui est bien adapté à nos cancers qui sont dépendants des hormones. Un autre qui est bien adapté à nos cancers qui sont triple négatifs. Ben moi, c'est le virus le plus adapté que je vais prendre pour le cancer que je veux traiter. Puis je vais mélanger ça avec justement les mutations de chaque patient. Puis on va avoir une réponse à long terme. Donc, c'est ça un petit peu. Les vaccins de personnalité contre le cancer. C'est pour rire, là. C'est fou. Hein? Ben moi, première chose que j'ai envie de dire, là, c'est merci. Parce que, wow, t'as des étoiles. Ben oui, vraiment. Hein? C'est fou, là. Mais ça, moi, ça me fait tellement du bien d'entendre ça. Ouais. Et c'est un domaine en effervescence, mais la recherche sur le cancer en général. Moi, je parle des virus, puis toi, tu as vraiment eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes. Oui. Ce qui se passe en ce moment en recherche pour le cancer, c'est hallucinant. Ça progresse à une vitesse incroyable. Moi, ce qui se fait aujourd'hui, je pensais que c'était de la science-fiction il y a 15 ans, mais comme littéralement. Puis je ne sais pas si c'était comme moi, Loulou, mais moi, je trouve ça stupéfiant de voir à quel point c'est un milieu humain et créatif, le milieu de la science, qui est pas si loin du milieu des arts, je trouve. Ça demande une espèce de... Comme tu disais au début, il faut penser à l'extérieur de la boîte. Parce que si on reste juste dans la boîte, bien, la boîte, elle a ce format-là, ce grosseur-là, ça va rester toujours la même chose. Il faut penser plus loin tout le temps. Il faut que toute l'énergie soit mise à cette recherche-là. Je sais, c'est comme quand je fais un album. Il n'y a rien d'autre, là. Je suis concentrée. Tout est pointu. C'est la recette un peu du succès, tu sais. Peut-être que tu vas rencontrer un artiste qui a un style complètement différent puis qui va te suggérer quelque chose, puis ça va amener à un autre niveau. Puis nous, c'est la même chose. Ouais. C'est pareil. Moi, je suis très fière de mon laboratoire, de mon équipe de recherche. Puis c'est quelque chose que vraiment, je veux transmettre à mes étudiants. C'est la passion pour la science, mais aussi l'esprit critique. Il faut prendre ce que les autres nous disent pour élargir. Ouais. En fait, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau de la science, au niveau de l'art, au niveau de la politique, au niveau de tout, là. Tout à fait. Il faut élargir à partir de ça, puis après ça, faire ça, puis ça, puis ça. Puis je veux juste dire que les dons, c'est très important parce que ça aide la recherche. Il n'y en a pas de petits dons. Mesdames, je vous écoute, puis je trouve ça le fun de jaser avec deux esprits libres qui mettent leur créativité au profit de la lutte contre le cancer. D'un côté, avec le rock, de l'autre, avec des virus. Mais dans les deux cas, avec un esprit qui sort des sentiers battus, qui sort de la boîte. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir écouté La Voix du cancer. Si, comme moi, vous voudriez soutenir les recherches de l'Institut du cancer de Montréal, rendez-vous au icm.qc.ca pour faire un don. Parce que les traitements de demain, ils passent par la recherche d'aujourd'hui. La Voix du cancer est un balado de l'Institut du cancer de Montréal, présenté par La Roche-Posay. À l'animation et à la co-scénarisation, Jean-Daniel Doucet. À la recherche et à la co-scénarisation, Stéphanie Dubeau. À la réalisation, Nathalie Pelletier. La prise de son, le mixage sonore, la musique originale et la production sont signés Underground.